Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo bourse, trading et investissement qui s'intitulera bien évidemment cette semaine Dissolution égale crise. Comme d'habitude, je suis obligé de vous rappeler que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif qui ne constitue en rien un conseil, que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me suivre sur les différents réseaux sociaux, évidemment Twitter, TikTok et Instagram, Tino-Bourse, et bien sûr le groupe privé, mais qui est accessible à tous, ouvert à tous, du podcast de la bourse sur Facebook, et bien évidemment la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, où vous pouvez activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin en matière de salon, formation, coaching, tout est sur le site pepitortrade.com. Mes partenaires, évidemment, Trade Republic, avec qui vous pouvez ouvrir un compte et bénéficier d'un cadeau de bienvenue qui s'affiche en haut à gauche sur votre écran. L'expertise fondamentale avec, bien évidemment, mes amis de chez Ibu et évidemment Urutia. Passez votre patrimoine au niveau supérieur, sans oublier évidemment le logiciel que vous voyez à travers toutes mes vidéos, le logiciel de Pro Real Time. Et sans plus attendre, nous passons directement, évidemment, au programme chargé, bourse, dissolution égale crise. On a un certain nombre d'actions, beaucoup de grosses capitalisations, hein, notamment des bancaires, évidemment, puisque on l'a vu cette semaine, il y a eu pas mal de corrections. On va essayer de développer tout ça, évidemment, dans le calme et la sérénité. Société Générale, BNP Paribas, Capgemini, Bouygues, Sanofi, Vinci, Airbus, Carrefour, Nexity, GTT, Esker, Jackie Metals, Worldline, pour laquelle on fait le suivi, XFab, Fontaine, Pajot, Orange, Katana, Galapagos, Aperab, Alten, Valwec, Bouygues, BAM Group, Total Energy, MSCI aux États-Unis, Apple aux États-Unis évidemment, Tesla, Iris Energy, qu'on m'a proposé d'ailleurs sur Instagram, je ne connaissais pas cette action, Amazon, et enfin le titre assure, même si vous le devinez bien aisément, c'est vraiment pas une énorme conviction, ça n'a pas été facile de vous trouver un titre à suivre cette semaine. Voilà, avant de démarrer, parce que parfois je l'oublie et c'est regrettable, évidemment je tiens à vous remercier du fond du cœur. On a passé les 30 000 abonnés sur Twitter, il y a beaucoup de nouvelles qui vont vous être annoncées sur des projets sur lesquels je travaille, comme je vous l'ai dit récemment. Tout ça sera bientôt annoncé sur Twitter, je pense, avec beaucoup de surprises, de belles surprises. Mais tout ça, ce sera grâce à vous, évidemment. Je tiens à vous le dire, grâce à vos encouragements, grâce à vos likes, à vos commentaires, toutes les vidéos. Je vois qu'il y a de plus en plus de gens parmi vous qui prennent le temps, qui prennent le soin de laisser un petit message, un petit commentaire, des encouragements, voilà. Et c'est ce qui, clairement, me motive à travailler toujours plus pour vous livrer du contenu. Et du contenu, bien évidemment, vous le savez, c'est ma marque de fabrique, du contenu au maximum gratuit. Voilà, donc merci évidemment pour ça. Sans plus attendre, on attaque avec le résumé de la semaine. Hop, je vais activer, me voilà, ma webcam. Alors, le résumé de la semaine, évidemment, bon, on a eu une semaine marqué, bouleversé, avec des marchés nerveux, des marchés européens nerveux, des marchés évidemment français à l'image d'aujourd'hui. Alors on est en fin de matinée, au moment où j'enregistre cette vidéo, donc peut-être que cet après-midi il y aura quand même des réactions, mais globalement ça a été quand même une semaine compliquée. Une semaine compliquée pourquoi? Parce que évidemment, hein, nous avons eu dimanche dernier des résultats des élections européennes qui ont quelque part poussé le président de la République à, eh bien, à faire une dissolution et donc à lancer de nouvelles élections législatives. Avant d'aller plus loin, je tiens à vous dire et à vous dire haut et fort que en aucun cas, euh, même si on va parler de politique, en aucun cas je vais donner un avis politique, en tout cas. Ce qui nous intéresse toujours dans ces vidéos, c'est essayer d'établir des scénarios et de mesurer les conséquences que cela peut avoir sur les marchés financiers, en l'occurrence les marchés français, et voire européens évidemment.
En aucun cas, au travers de ces vidéos, je partagerai mon avis sur quelque parti politique que ce soit. Ça ne m'intéresse pas et bien évidemment, vous avez raison, ça ne vous intéresse pas non plus. Voilà, juste ce qu'on peut dire quand même, c'est que c'est quand même une sacrée foire depuis 3-4 jours et que ça risque de durer. Et c'est en ça que, évidemment, les marchés financiers sont perturbés. Il y a tout un tas d'analyses différentes sur la stratégie potentielle du président de la République. Beaucoup disent que, enfin, certains disent en tout cas que que voilà, qu'il sait ce qu'il fait, que c'est un coup de maître, etc., pour récupérer le pouvoir, etc. C'est possible. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même surtout un coup de poker. Et un coup de poker, ça peut quand même avoir des conséquences assez importantes. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui. Je ne suis pas persuadé que plonger un pays dans le chaos, ce soit une stratégie forcément hyper intelligente, hyper bienveillante. Peut-être qu'il en sortira gagnant. Mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est d'essayer de deviner le coup d'après, si vous voulez. Et je pense que sur le coup d'après, sur les conséquences, il y a quelque chose que, alors là, le marché price, évidemment, potentiellement une majorité de droite ou de gauche, bon, qu'importe à la limite, et c'est ça potentiellement qui, l'instabilité, l'incertitude qui fait évidemment un petit peu valser les marchés, notamment le CAC 40. Mais il y a quelque chose, je pense que le marché n'a pas encore pris en considération, même si évidemment, c'est peu probable, mais je pense que même si c'est peu probable, c'est une probabilité quand même qui est sous-évaluée. C'est une potentielle, après les élections, une potentielle démission du président de la République. Je sais que ça paraît fou, ça paraît impossible, mais même si, évidemment, les probabilités vont pas en ce sens, on est bien d'accord, je pense que c'est une possibilité à ne pas écarter totalement. Et là, pour le coup, vous allez comprendre pourquoi je vous amène aussi à ça dans cette réflexion. Là, pour le coup, ça plongerait véritablement, je pense, les marchés dans une encore plus grande incertitude et potentiellement dans de grandes difficultés, au moins provisoirement. Donc, si vous voulez, toute la question est de savoir, bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait et surtout, comment va-t-il falloir se positionner eh bien, la veille des élections? Est-ce qu'il va falloir rester cash? Est-ce qu'il va falloir rester investi? Est-ce qu'il va falloir faire moite-moite, entre guillemets? Bah, toutes ces questions, pour moi, ce sont des questions qu'un investisseur, et c'est pour ça que la bourse est aussi passionnante, parce que finalement, la bourse, ça touche absolument à tout dans la vie et également quelque part à la politique et aux stratégies politiques dont nous sommes indirectement dépendants, si vous voulez, en tant qu'investisseurs. Et donc voilà, ça nous amène à toutes ces réflexions-là et je pense que c'est sain, pense, hein, sans encore une fois parler de politique, je pense que c'est sain de se poser toutes ces questions et d'essayer d'évaluer en termes de probabilité tous les scénarios qui peuvent arriver et en fonction de ces probabilités-là, agir en tant qu'investisseur. On va y revenir bien évidemment, notamment sur les grosses capis. Je vais vous donner évidemment des zones qui peuvent être intéressantes si toutefois le marché venait à paniquer plus que ça, parce que déjà on commence à voir des belles paniques. Le CAC 40 a quasiment, on va y revenir, effacé tous ses gains de l'année en quelques jours, en quelques séances. Donc, évidemment, eh bien, voilà, il faut avoir une réflexion. Là, le gros avantage qu'on a, entre guillemets, le gros avantage, c'est que les élections n'arrivent que dans à peu près 3 semaines, un petit peu moins, ouais, 3 semaines, on va dire. Donc, on a quand même le temps, je pense, d'avoir cette réflexion tous ensemble, sans encore une fois en tirer des certitudes, parce que des certitudes, évidemment, comment voulez-vous avoir des certitudes dans ce moment-là, à part essayer de jouer aux devinettes, voilà. Mais par contre, ce qu'on va faire ensemble, c'est essayer voilà, d'évaluer encore une fois les probabilités et les différents scénarios. Tout ceci, ça c'est sur le contexte bien évidemment européen, français, mais tout ceci est aussi dans un contexte euh, totalement, si vous voulez, paradoxal, où les marchés américains, eux, se portent fort bien, notamment le Nasdaq, notamment le S&P, qui ont battu de nouveaux records. Le Dow Jones, un petit peu plus, voilà, un petit peu plus dans une espèce là aussi de range, qui ressemble beaucoup au range qu'on avait eu sur le CAC 40 d'ailleurs. Voilà, Dow Jones un petit peu moins puissant, on va dire, un petit peu moins fort. Et évidemment, on sait très bien que bah, la tech, tous ces enjeux politiques là, etc., elle s'en fout un peu.
En revanche, effectivement, les banques et les cycliques, elles, peuvent effectivement subir un certain nombre de conséquences en fonction des décisions politiques qui seront prises. Donc, on évolue, si vous voulez, dans ce contexte général, global, mondial, finalement, qui est celui-ci, avec de bonnes nouvelles quand même, de bonnes nouvelles, notamment effectivement aux US, et notamment de bonnes nouvelles en ce qui concerne l'inflation. Vous le savez, tous les scénarios économiques, macroéconomiques, qu'on se dit depuis plusieurs semaines, voire depuis plusieurs mois pour beaucoup d'entre vous, rentrent finalement un petit peu dans les clous. C'est-à-dire que beaucoup d'économistes avaient annoncé que l'inflation, voilà, suite au rebond récent, allait repartir à la hausse, et que derrière, voilà, on ne pourrait pas baisser les taux, etc. On a vu que la Banque Centrale Européenne a baissé les taux. On a vu que cette semaine, même si Jérôme Powell n'a pas encore dit qu'il allait baisser les taux, évidemment, parce que quand même, l'inflation est toujours assez importante, malgré tout, elle continue de baisser. On aura très certainement, il est quand même assez peu probable qu'on revienne sur des niveaux d'inflation d'avant Covid, mais voilà, on a quand même le gros du boulot qui est fait. Et donc ça, évidemment, c'est positif parce que, évidemment, les marchés se disent que bah, pour le moment, ma foi, tout va fort bien. L'inflation baisse, même si les taux sont élevés. Bon, Jérôme Powell probablement va pivoter à la rentrée, donc tout ça, finalement, c'est pas si mauvais que ça. Ça, c'est pour les côtés positifs. Moi, je pense, et je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo qu'on a réalisée avec Valentin et Thomas, la vidéo écho, la semaine dernière. Je pense que la stat principale, hein, vous le savez, qu'il faut regarder, c'est le chômage. Et on voit qu'on commence à avoir, malgré tout, des rebonds du chômage, notamment aux États-Unis. Je pense que ça va être véritablement l'indicateur. Pour le moment, le marché s'en fout, quelque part, de cet indicateur-là, mais je pense qu'au fur et à mesure des semaines et des mois, c'est l'indicateur qui va potentiellement être de plus en plus regardé pour voir, effectivement, alors, la résilience de l'économie, mais ça sera plutôt les PMI, etc. Mais également, voilà, de voir un petit peu par rapport à la population, hein, effectivement, est-ce qu'il y a du boulot, quoi. Donc, quelque part, comment aussi, quelque part, se porte l'économie. Tout ceci, évidemment, dans un contexte, on l'a dit la semaine dernière, dans un contexte avec très peu de volume, d'ailleurs, l'Europe et la France en a subi des conséquences, notamment sur les small caps, vous le savez, on le disait la semaine dernière sur les small caps, très peu de volume, oui, ça tenait encore très très bien. Souvenez-vous ce qu'on s'est dit la semaine dernière. On a quand même des signaux d'essoufflement. Bon, là pour le coup, je ne m'attendais pas à autant de violence sur la baisse, c'est clair. Mais voilà, il y avait quand même des signaux de prudence parce que oui, même si ça continue à monter, on voyait qu'il y avait de moins en moins de volume et on savait que très certainement il y avait un mouvement qui se préparait. Et parce que lorsqu'il n'y a pas de contrepartie, si vous voulez, dans un carnet d'ordre, dès qu'il y a un des partis qui vient à prendre un petit peu la main derrière, en général, on a un mouvement très directionnel, c'est ce qui s'est passé. Et donc, aux États-Unis, on l'avait vu la semaine dernière, nous avions eu une séance historiquement basse en termes de volume. Paradoxalement, on a effectivement, alors il y a plusieurs graphiques, hein, il y a les 7, il y a les 5, il y a les 3 plus grandes entreprises du S&P 500 qui, en termes de poids, si vous voulez, dans le S&P 500, qui atteignent des records. Ça veut dire qu'on a une surpondération d'un certain nombre de titres. Alors, évidemment, quand il y a du momentum, et quand tout va bien, et quand, là, effectivement, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Vos quelques actions, vos 5 actions portent 495 autres dans l'indice. Donc c'est merveilleux. Évidemment, ça changera. Il faut s'y attendre. À un moment donné ou un autre, vous aurez le retour de bâton. Et à un moment donné ou un autre, ces 5 actions-là viendront plomber l'indice. Ça peut arriver dans un mois, comme dans 6, comme dans 2 ans. Évidemment, ça on ne le sait pas. Mais en termes de timing, c'est quasiment, enfin moi à mon sens, c'est impossible de le deviner. Mais en tout cas,
il va falloir s'y attendre. Et il va falloir s'attendre à de la volatilité également sur les indices, beaucoup plus de volatilité d'ailleurs sur les indices américains que sur le CAC 40. Voilà, donc ça, c'est un petit peu, si vous voulez, ce à quoi il faut s'attendre, je pense, notamment, je vous l'avais dit aussi, en termes de volatilité sur les années d'élections présidentielles américaines. De mai à novembre, vous avez mécaniquement, si vous voulez, une augmentation de la volatilité sur le S&P 500. Et je pense que, évidemment, on ne va pas y échapper cette année également. Voilà. Donc voilà un petit peu pour la partie macro. Alors elle n'est pas tout à fait finie parce que vous le savez, ce que j'ai mis en place la semaine dernière qui visiblement vous a plu, c'est la question de la semaine. Donc je récupère toujours une question sur les différents réseaux sociaux. Je crois que c'est une question sur Instagram là, qui m'avait été posée. Mais voilà, donc n'hésitez pas là aussi en commentaire à poser une question pour la semaine prochaine. Une question pas forcément sur un titre, pas technique je veux dire, mais plus voilà, de manière un petit peu plus générale. La semaine dernière c'était sur Total et la corrélation avec le pétrole. Et cette semaine la question c'est pourquoi c'est une question très intéressante, hein, évidemment, de Flo GHNP88. Pourquoi certains disent que les baisses de taux peuvent faire baisser les marchés et est-ce vrai? Alors c'est oui, hein, donc c'est quelque chose dont je vous parle depuis évidemment longtemps. C'est prouvé statistiquement. La preuve d'ailleurs, si vous voulez, c'est que la baisse des taux souvent engendre des récessions plus ou moins profondes, plus ou moins graves. Et effectivement, sur les 13 dernières baisses de taux, suite à des augmentations assez importantes, nous avons eu effectivement derrière ou des hard lending ou des soft lending, majoritairement des hard d'ailleurs, lendings. Voilà, donc souvent effectivement c'est ce qui fait baisser les marchés. Pourquoi effectivement c'est un peu contre-intuitif parce que logiquement si on baisse les taux bah, c'est favorable aux entreprises. Bah, il y a différents c'est rarement la conséquence d'une seule chose. Pour moi il y en aura d'autres bien évidemment et les principales causes de cela c'est premièrement, évidemment, c'est que les banques centrales, et on a pour moi la preuve, encore une fois, en ce moment, c'est que les banques centrales pivotent trop tard. C'est-à-dire que à partir du moment où les banques centrales décident de pivoter, l'impact réel sur l'économie n'est pas instantané, bien évidemment. Si demain vous dites on baisse les taux, après-demain vous n'allez pas avoir des gens qui font la queue pour faire du crédit immobilier, du prêt à la consommation. Il faut un petit peu de temps pour que la confiance revienne, pour que les gens se disent, voilà, se passent le mot, pour qu'il y ait des campagnes commerciales, etc., etc. Donc généralement, quand vous commencez à prendre des décisions aussi importantes sur le plan macroéconomique, euh, quelque part, ces décisions-là ont un impact minimum 6 à 10 à 12 à 18 mois plus tard. Et donc, si vous voulez, le problème, c'est que si ça à 12 mois plus tard, ça peut être pénalisant pour le reste de l'économie qui n'a pas mis en route tout cela. Voilà, un petit peu pour ça. Moi, je pense également que c'est trop tard pour des raisons techniques, c'est-à-dire que si vous voulez, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont bénéficié pendant le Covid de taux et de prêts, de financement donc en 2020 à des taux extrêmement bas, hein, pour pas dire quasiment zéro. Et vous le savez, ou vous le savez pas d'ailleurs, mais beaucoup d'entreprises, lorsqu'elles font des financements, surtout en France, hein, notamment, je sais de quoi je parle, en général, voilà, on fait des financements sur en moyenne, on va dire 5 ans pour des entreprises. Donc ça veut dire que si il y a des entreprises qui ont fait des financements en 2020, 2025, elles vont devoir également se refinancer. Et donc la problématique, c'est qu'elles vont devoir se refinancer très certainement à des taux bien différents de ce qui avait été fait en 2020. Et ça va avoir un impact, évidemment, parce qu'en termes de coûts, ce n'est pas évidemment
ce n'est pas évidemment la même chose pour une entreprise d'emprunter à 5% que d'emprunter à 1%. Donc voilà, tout ceci, à un moment donné, voilà, si une entreprise elle est obligée de se financer, mais que ça coûte plus cher, elle va quand même le faire parce qu'il faut qu'elle survive. Mais peut-être que les conséquences, ça va être une réduction des charges à côté, pourquoi pas des charges salariales. C'est pour ça que moi je pense que on est au début, potentiellement au tout début d'une augmentation du chômage aux États-Unis probablement et probablement également en Europe. D'ailleurs, je crois, sans vouloir là aussi faire de politique, je crois que si on s'est attaqué et si on s'attaque aussi violemment à l'assurance chômage en France, alors qu'on est sur des taux de chômage historiquement bas, c'est certainement que quelque part il y a une réflexion pour plus tard. Je mets ça de côté, c'est juste des réflexions personnelles. Je vous renvoie là aussi sur, donc je vous le disais tout à l'heure, la vidéo sur l'actualité économique des marchés que nous avons réalisée avec mes amis Valentin Offrand et Thomas Andrieux, que je remercie encore une fois pour la vidéo qui a été réalisée, et merci évidemment pour les retours que vous m'avez fait, que vous nous avez fait sur cette vidéo-là. Bien écoutez les amis, on attaque, hein, on va passer aux choses sérieuses, entre guillemets et au concret. Parce que, voilà, aujourd'hui, on a le CAC 40. Alors, on va dézoomer d'abord, hein, parce que, évidemment, alors, c'est pas la vidéo la plus facile à faire, hein, évidemment. C'est toujours beaucoup plus facile à faire une vidéo quand les marchés montent. D'ailleurs, on voit que, comme de par hasard, il y a trois quarts des investisseurs long terme qui montent leur portefeuille tous les jours qui ont disparu, hein, depuis le début de la semaine. Moi, en tout cas, c'est pas ma volonté de disparaître. Bien au contraire, je pense que c'est dans ces moments-là qu'il faut accompagner un maximum de personnes, notamment les personnes qui sont un petit peu moins expérimentées, ceux qui ont 5 ans, 10 ans de bourse, des situations comme celle-ci, ils en ont beaucoup vécu. Il suffit de regarder le nombre de chandeliers mensuels rouges importants qu'il y a eu, que ce soit évidemment en 2000, mais même plus récemment. Moi, c'était ma première crise en 2008, et même 2011, et même 2015, et même 2019, et même 2000, la très récente, entre guillemets, puisque le CAC, rappelez-vous, quand même, en 2021-2022, il a quand même baissé de 25%. Donc, si vous voulez, tout ceci est quelque part, qu'on le veuille ou non, assez sain. Et vous le savez, puisque la majorité d'entre vous, vous suivez les vidéos toutes les semaines, tous les vendredis. Voilà, ça fait des semaines, quelque part. Alors, je ne vais pas dire qu'on s'attendait à la baisse, mais ça fait des semaines que je vous explique que vous êtes, si vous êtes long terme, si vous êtes vraiment un investisseur long terme, investir sur ces niveaux de prix-là, je vous l'ai dit, répété, ce n'est pas quelque chose, c'est pas une opportunité grande, c'est pas un ratio des risques important. Et voilà, et derrière, je pense, assez satisfait parce que du coup, celles et ceux qui ont su patienter, voilà, ils commencent seulement à avoir quelques baisses. Mais quand on regarde effectivement la baisse là, du CAC, oui, c'est violent en intraday. Hein. C'est sûr que quand on regarde un petit peu les positions, notamment sur le CAC Small, on va y revenir, les baisses sont quand même importantes. Mais la baisse, pour moi, actuellement, elle est raisonnable, si vous voulez, parce que là, entre les plus hauts et au moment où on se parle, donc il est 11h, 11h30, hein, au moment où on se parle, 11h, si vous voulez, on a une baisse là de 8%. Pas énorme. Je vous rappelle que entre le mois de mars et le mois de octobre 2023, on avait une baisse de 10%. Je vous rappelle que entre le mois de janvier 2022 et le mois de septembre 2022, on avait une baisse de 23%. Je vous rappelle que pendant le Covid, on a eu une baisse de 40%. Je vous rappelle que en 2018, on a eu une baisse de 20%. Je vous rappelle que en 2015, on a eu une baisse de 26%. Bref, on va pas le faire, on va pas remonter sur l'historique du CAC 40, mais pour le moment, je dirais que c'est même pas une correction, c'est une belle conso, quoi, voilà, pas plus. Donc, est-ce que, même encore aujourd'hui, est-ce que c'est une opportunité forte d'investir de manière considérable sur le CAC 40? Pour moi, toujours pas. C'est mieux, c'est beaucoup mieux, et après, on peut regarder, c'est ce qu'on va faire au cas par cas par société. Mais sinon, sur le CAC 40 en lui-même, 7006, c'est pas l'opportunité du siècle. En revanche, si on commence à faire des baisses d'une vingtaine de pourcents, c'est-à-dire si on commence à revenir voilà, sur les 7000, pardon, 6700, 6500, là, on commencera à être sur des choses beaucoup plus intéressantes. Voilà. Donc, je zoome un petit peu en graphique hebdo.
Évidemment, on a tout cassé. Là, on avait cet excès. On revient sur une première zone quand même qui est assez importante. Tout le monde l'a vu, hein, cette zone des 7006. Bon, nous y sommes là au moment où je vous parle. C'est pour ça que je m'attends quand même à des rebonds minimum. Voilà, maintenant, si vous voulez, au point où on en est, pour moi, du moment où on n'a pas tenu la zone des 7008, hein, pour moi, on peut quand même encore aller plus bas. Et je ne serais pas surpris qu'on ait un petit peu une descente un petit peu pour aller retrouver voilà, cette zone, quelque part, cette zone de support oblique. Un petit peu plus de moyen terme. Très certainement qu'on aura également une moyenne mobile à 200 semaines qui va monter, qui va se retrouver par là. Donc voilà, on a un support également 7003, 7004. Pour moi, si vous voulez, c'est là la zone véritablement de moyen terme qu'il faut tenir. Pour moi, si on tient toute cette zone-là, ce sera hyper positif et on aura pour le coup véritablement de superbes opportunités. Voilà, on zoome maintenant en unité de temps journalière. Souvenez-vous ce qu'on s'était dit. Je reprends un petit peu, je vais effacer maintenant tout ça. Je reprends un petit peu tout ce que s'était dit. Moi, je vous avais dit, voilà, moi, ce que je m'attends, c'est effectivement une cassure qui derrière va générer du rebond. Et c'est très exactement ce qui s'est passé, puisque derrière, on a vu ouverture en gap baissier, on a fini au plus haut. On a fait quasiment le comblement du gap et on est reparti à la baisse. Là où ma déception est assez importante, si vous voulez, c'est que j'espérais, c'est ce qu'on avait eu sur la séance de mercredi d'ailleurs, c'est qu'on avait une stabilisation. Moi, c'est ce que vraiment j'espérais, c'était voilà, une congestion par là pour pouvoir relancer. Bon, c'est un mal pour un bien, puisque du coup, peut-être on aura des opportunités de voir cette congestion un petit peu plus bas. On est sur la moyenne mobile à 200 jours, on se parle, moyenne mobile à 200 jours qui avait fait support ici. Donc on est sur une zone clé. On a effectivement ce gap ici aux alentours des 7004. Voilà, un petit peu tout ça. On a toujours cette oblique là. J'ai tracé ce support oblique, mais le marché visiblement s'en fiche. On peut également faire un report de range. Bref, il y a différentes manières, mais pour moi, je pense qu'il faut patienter. Il faut tout simplement laisser tranquillement le marché nous indiquer à quel endroit il veut rebondir. Ce qui est intéressant de noter, hein, c'est que pour moi, globalement, si vous voulez, mercredi, il avait digéré. Mercredi, il avait digéré, le CAC avait digéré les élections européennes et la dissolution. Je pense que l'affolement qu'on a ces 48 heures, c'est, encore une fois, je ne fais pas de politique, je ne dis pas si c'est bien ou si c'est pas bien, ça n'intéresse personne, ni vous ni moi, mais pour moi, l'affolement, si vous voulez, qu'il y a là depuis 48 heures, c'est qu'on a une montée du Front Populaire, donc de la partie gauche des pouvoirs politiques, des partis politiques. Et donc, évidemment, il est évident pour tout le monde qu'un gouvernement de gauche sur le plan économique, ce serait, enfin sur le plan, en tout cas économique, ça j'en sais rien, mais en tout cas sur le plan des marchés financiers, vu on sait évidemment que voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Encore une fois, je ne dis pas que ce serait mieux ou moins bien, je dis juste que voilà, pour le moment, c'est ce qui fait peur au marché, ça c'est une réalité. Voilà un petit peu donc pour le CAC 40. Évidemment, les small, ben, elles en souffrent hein, parce que qui dit incertitude dit évidemment remontée des taux. Et là, c'est le sell-off. Hein. C'est le sell-off sur les petites capitalisations. Alors souvenez-vous la semaine dernière ce qu'on s'était dit. Hein. La semaine dernière, on s'était dit que on était dans un biseau ascendant. On s'était dit que les volumes étaient en fort ralentissement. On était là. Et on s'était dit, voilà, il risque d'y avoir un mouvement. Honnêtement, je vous le répète, je ne m'attendais absolument pas à un mouvement aussi violent que celui-là. Je m'attendais à une correction. D'ailleurs, on s'était dit que voilà, on reviendrait certainement là, et là, il faudrait regarder s'il y a une congestion qui se met en place avant de repartir. Et puis, regardez un petit peu la violence. La violence sur les small caps, c'est délirant. Hein. C'est une semaine quand même à moins 10% et moins 10% sur le CAC Small. Même si c'est vrai qu'il y a certaines actions qui sont un petit peu plus pondérées que d'autres, mais c'est d'une violence extrême. C'est d'une violence extrême. Donc là, maintenant, où on se parle, bah, il y a tout qui est à refaire. On revient sur les niveaux du mois d'avril, on revient sur les niveaux du mois de février, on revient sur les niveaux du mois de janvier de cette année. Tous les gains sont quasiment effacés en 5 séances. Et voilà. Et c'est vrai que souvent on nous dit oui, les gens expérimentés, notamment les jeunes créateurs de contenu qui arrivent sur les réseaux sociaux et qui sont
du reste hyper talentueux, qui créent des contenus de grande qualité, c'est vrai qu'ils ont du mal, si vous voulez, à comprendre pourquoi parfois on est très prudent. Parfois, c'est vrai, ils ont raison, peut-être trop prudent, mais parce qu'on connaît les marchés financiers et on sait que ce genre de choses, ça peut arriver. Alors, on est surpris, mais si vous voulez, on est surpris que quelques secondes, on est surpris un petit peu par la violence, mais c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Moi, je suis pas choqué, si vous voulez. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, moi, vu le nombre de messages que j'ai depuis 2 jours, il y a beaucoup de jeunes investisseurs qui comprennent pas, qui sont affolés, qui se disent, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que c'est un crack? Est-ce que alors que finalement, c'est qu'une baisse de 10%. Et donc, c'est vrai que cette inexpérience, eh bien, tout à coup, malheureusement, ben, leur joue des tours. Et donc on est là, si vous voulez, c'est aussi la symbiose sur les réseaux sociaux, c'est que je pense que voilà, il faut prendre un petit peu des deux côtés. Il y a des jeunes créateurs de contenu qui sont hyper talentueux, et nous à côté on est moins talentueux, je veux dire sur la création de contenu, forcément. Bien évidemment, on n'a peut-être pas autant voilà, d'outils, de nouveaux outils, etc. à notre disposition, mais en tout cas on bénéficie quand même, c'est vrai, d'un certain avantage, c'est l'expérience. Et là, clairement, dans ces moments-là, il faut faire preuve de calme, il faut faire preuve, voilà, c'est dans ces moments-là qu'un investisseur, justement, ne doit pas s'affoler et il doit tracer, il doit travailler. Je le dis là depuis le début de la semaine, c'est maintenant, si vous êtes investisseur de long terme, qu'il faut travailler vos zones. Et il faut investir bêtement sur les zones qui, à un moment donné, se déclenchent. Voilà, pour les small, donc je vais maintenant, parce que évidemment, comme d'habitude, je fais très long, mais je pense que c'était quand même important de faire une introduction longue. Sur les actions, je vais aller vite, parce que en termes de trading, il n'y aura pas grand-chose. Évidemment, ce sera plus de l'investissement. Et on démarre avec évidemment les bancaires, hein, et évidemment celles qui souffrent le plus, comme très souvent c'est Société Générale. Alors, Société Générale, si vous voulez, bon, là, c'est un petit peu le jeu de la devinette. Il y avait une première zone, quand même pas bougé. J'en ai une de deuxième, j'ai des obliques, j'ai des. Voilà. Pour moi, si vous voulez investir sur Société Générale, il y a deux solutions. Soit vous investissez petit à petit. J'ai une première zone, on y est, aux alentours des 22. Deuxième zone, aux alentours des 18-20 euros. Et après, si vraiment ça panique, on aura les zones très long terme. Mais bon, c'est pas le scénario privilégié. C'est la zone des 10 à 13 euros. Sinon, il y a également une solution, hein, qui est assez, voilà, un petit peu plus peut-être tranquille, c'est de mettre une moyenne mobile à 10 jours tranquillement et vous attendez que les cours éventuellement viennent repasser au-dessus de cette moyenne mobile et là, vous considérez que potentiellement c'est un signal du marché. Voilà. Trading, hein, pareil, c'est un peu la même chose, hein, il faut attendre une réduction de la volatilité qui commence éventuellement à avoir lieu, mais encore une fois, la séance est loin d'être finie, puisque encore une fois, on est en fin de matinée seulement. Donc, je ne peux pas vous dire effectivement quels seront les cours de clôture, mais de toute façon, il va falloir encore une fois patienter. C'est le même, évidemment, le même délit, hein, sur BNP Paribas, d'une moindre mesure, hein, parce que évidemment, on le sait historiquement, BNP Paribas c'est plus solide. Là aussi, on l'a vu, hein, le gap des dividendes qui est toujours comblé. Bon, on a vu derrière que ben, si vous avez perçu vos dividendes, vous avez pris vos 6% ou 7%, et derrière, vous avez eu une chute supplémentaire de 20%. Donc, encore une fois, le gap des dividendes, là, vous voyez, quand on dit que on lit à droite à gauche qu'un gap des dividendes est généralement comblé dans la journée, on voit encore une fois que malheureusement, ce n'est pas du tout une réalité, y compris sur des valeurs de qualité, y compris sur des valeurs de qualité quand même comme BNP Paribas. Donc en termes d'investissement, si vous voulez, sur BNP Paribas, moi, voilà, on est quand même, il y a une zone qui est vraiment intéressante, je pense. C'est la zone qui est ici, on n'est plus très loin, hein. C'est la zone des 54 euros, 55 euros. Si effectivement on arrive à revenir voilà, aux alentours de cette zone-là et de la moyenne mobile à 200 jours, qui d'ailleurs, vous le voyez, hein, est vraiment magnifique, hein, sur BNP Paribas. Regardez la moyenne mobile à 200 jours ici, qui à chaque fois fait support aux résistances. Je pense que voilà, véritablement, c'est une zone, hein, mais si on revient ici, ça peut être vraiment intéressant. Si ça lâche, mais que ça panique, la deuxième zone, elle serait pour moi par là, aux alentours des 40 euros. Donc pour moi, investisseur, deux zones, si vous êtes intéressé par BNP Paribas, je dirais la zone des 54 et je dirais la zone des 40. Ça vous fera voilà, un prix aux alentours des 45-46 selon votre pondération. Ce sera pas si mal sur BNP Paribas.
pour du moyen long terme. Voilà. Il y a une troisième zone, hein, si vraiment ça part en cacahuète, qui sera aux alentours des 22, 20, ouais, plutôt 25 d'ailleurs. Voilà. C'est les trois zones globales. Mais privilégierai quand même plutôt les deux premières. Pas certain qu'on aille si bas, en tout cas pas tout de suite. Capgemini, donc Capgemini qui a également beaucoup baissé, alors moins évidemment ces derniers temps. Capgemini, vous vous souvenez, on avait fait la vidéo sur les 20 meilleures actions. Vous avez dit, c'était au mois de mars, février-mars. Vous avez dit, moi, ce que j'attends, c'est un repli. Voilà, c'est un repli sur l'oblique. Nous y sommes. Nous y sommes. Donc pour moi, c'est une première zone. Il y a une deuxième zone qui sera évidemment cette zone ici. Donc là, je vais juste faire investisseur, hein. Investisseur, pour moi, il y a deux zones. Donc la zone où nous sommes ici, aux alentours des 183, et il y en aura une seconde qui se situera aux alentours des 151, 160. Après, vraiment, si ça vraiment ça se met à partir en cacahuète, tout simplement, il y en aura une troisième au-dessus des 100 euros, quoi, 100, 115. Donc à vous de voir. Vous pouvez faire un tiers, un tiers, un tiers, un tiers. Ou voilà, après, voilà, vous vous débrouillez, vous êtes tous de bons investisseurs. Donc c'est à vous après effectivement de voir en fonction de vos pondérations, en fonction de votre profil, en fonction de la diversité également de votre portefeuille. Ok. Bouygues, alors évidemment le secteur, hein, qui est un petit peu souffert, hein, un petit peu en souffrance, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y avait vraiment une super config, hein, sur Bouygues. Regardez, on était dans cette espèce de figure, on l'avait cassé, on a fait le pullback, on relance. Mais évidemment, là, l'actualité nous rattrape. Et donc, sur Bouygues, voilà, on a une réintégration. Donc maintenant, pour moi, hein, sur Bouygues, il y a une zone moi, qui m'intéresse véritablement, elle est là. Maintenant que nous y sommes, aux alentours des 26 à 28 euros. Donc là aussi, trader, je vous montre pas parce que vu la bougie rouge, ça sert à rien voilà, ça sert à rien de vous montrer quoi que ce soit. Il faut attendre les constructions, il faut attendre les rebonds, il faut attendre les congestions. Donc pour les traders, à part en intraday, globalement, très sincèrement, je pense qu'il vaut mieux patienter. Voilà. Investisseurs, encore une fois, toute cette zone-là, si ça lâche, hein, si ça lâche, véritablement, vous en avez une deuxième qui sera aux alentours ici des 17 à 19 euros, quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est une vidéo quand même globalement investisseur, hein, vous le voyez, c'est normal, hein. Comme je dis souvent, quand les marchés montent, il faut trader, quand les marchés baissent, il faut investir. Et là, clairement, là vous devez, je l'ai déjà dit en introduction de vidéo, mais je le redis, en tant qu'investisseur, c'est le moment où vous devez, ce week-end, euh, ouvrir vos graphiques, vous devez tracer vos zones et vous devez faire vos listes en mettant vos alertes. C'est là où l'investisseur de long terme fait la différence, c'est quand les marchés baissent, parce qu'il va acheter à des prix beaucoup plus raisonnables et raisonnés que ce que c'était il y a une semaine, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines. Sanofi, donc j'ai toujours, là on est plus en mode trading pour le coup, plus qu'investissement. Donc pour moi, Sanofi, je suis toujours, si vous voulez, dans la figure, hein, qu'on s'était donné, voilà, qui peut durer un petit peu. Donc on revient voilà, sur le bas de la figure. J'attends toujours des signaux supplémentaires et j'attends éventuellement, alors si vraiment ça se met voilà, pour l'investisseur à reculer de manière un petit peu plus profonde, effectivement, aux alentours des 83 à 84 euros, ça peut être une opportunité. Voilà. Sinon, trader, ben, on va continuer, on va espérer que effectivement la congestion va se poursuivre et on tentera en effet quelque chose de plus intéressant sur le plan technique. Vinci, alors vous le savez, Vinci, vous l'avez répété, hein, ce graphique, vous l'avez vu, je vous le mets en... C'est en mensuel, voilà, c'est en mensuel. Regardez, hein, tout ce graphique-là, c'est quelque chose qu'on avait vu ensemble au mois de novembre, au mois de décembre, au mois de mars de cette année. Et je vous avais dit, voilà, là-dessus, c'est là où l'analyse technique, quand j'entends encore des gens, y compris des investisseurs qui disent que l'analyse technique, c'est de l'astrologie, ça me fait mal au cœur. Pas pour moi, ni pour l'analyse technique, mais pour eux. Parce qu'ils se privent, à cause de certitude, d'un outil qui leur permettrait de maximiser leur point d'entrée, quoi, et d'optimiser surtout leur point d'entrée. Et là, quand je vois certains investisseurs qui investissent sur du Vinci à 120, alors ils auraient pu avoir raison, effectivement, ça peut continuer à monter, ça aurait pu aller chercher les 130, les 140. Mais on sait que le ratio gain-risque, il n'est pas bon, on le savait, et c'était clair. Donc voilà, et moi je vous avais dit, voilà, les points rouges, quand vous arrivez sur le haut de canal,
voilà, c'est plus le moment d'investir. Ça peut monter, oui, on ne sait pas, si ça c'est impossible de déterminer, mais c'est pas des zones où vous avez des probabilités maximales. Et donc voilà, et derrière, si vous avez voilà, les investisseurs que je voyais qui entre guillemets, critiquaient le message dans lequel je disais voilà, 120 euros sur Vinci, c'est plus le moment, et bien derrière, et qui eux ont investi, derrière, ils sont à moins de 17. En 3 semaines, ils sont à moins de 17. Voilà, et même pas en 3 semaines, en une semaine, ouais, j'exagère, hein. Quoique, depuis le début du mois, hein, vu la bougie là, c'est une bougie de moins de 15%. Voilà. Donc, si vous voulez, on ne donne pas de leçon, on n'a pas de certitude, mais juste, voilà, quand même, même si effectivement vous êtes anti-analyse technique, sans parler. Le problème, c'est que souvent on fait l'amalgame, si vous voulez, entre analyse technique et trading. Je peux comprendre, ça je peux comprendre, que le trading pur, intraday, etc., soit quelque chose de très particulier et qui. Voilà, est quand même extrêmement difficile, je suis le premier à le dire, j'ai vraiment aucun problème là-dessus. En revanche, vraiment, si vous êtes investisseur de long terme, avec des petits canaux, des petits supports, etc., vraiment, c'est un outil qui peut vous apporter, je vous assure, qui peut vous apporter vraiment des bénéfices. Il n'y a pas besoin de se former outre mesure. Vraiment, de manière simple, vous pouvez vous former et acquérir des compétences. Bon, sur Vinci, une fois que ça c'est dit, on a une première, effectivement, une première zone qui est intéressante ici. La deuxième, vraiment idéale, pour moi, elle est sur le bas de canal, hein. Donc voilà, moi ce que je m'attends, si vous voulez, c'est globalement ce qu'il y avait eu ici, c'est-à-dire, voilà, on peut avoir des rebonds, etc. Mais c'est plutôt le bas de canal qui sera, donc on verra effectivement où il est le bas de canal, on verra. Mais pour moi, voilà, Vinci c'est une société merveilleuse. Moi j'aimerais beaucoup y investir pour mon portefeuille long terme, mais si vous voulez, pour moi, là, on est sur une première zone. Alors, première zone, hein, quand même, hein, voilà, quelqu'un qui veut commencer un petit peu à mettre une petite bille, voilà, la zone effectivement des 100 est une zone intéressante à renforcer, donc sur la zone des 80. Ça vous ferait un peu à 90 pour viser le haut de canal aux alentours des 120. Là, ok, c'est beaucoup plus intéressant que ce que c'était lorsqu'on était là-haut. Ok. Trader, pareil. Alors trader, si, on peut, hein, on est revenu sur la zone. Alors souvenez-vous, trader, on avait fait un trade ici à la cassure des 100. Donc voilà. Donc pour moi, là aussi, effectivement, si on revient, ben on est revenu d'ailleurs, je sais pas si je dis si on revient, mais en fait, nous y sommes. Voilà, toute cette zone, effectivement, il y a également un support oblique qui est tracé en pointillé. Voilà, toute cette zone devrait générer, je pense, ou alors c'est la catastrophe, devrait générer du rebond. Voilà. Mais après, derrière, vous pouvez avoir une nouvelle attaque, d'accord? Donc faites attention, trader, c'est vraiment dans un premier temps, voilà, si éventuellement ça poursuit, vous êtes dedans et vous allez chercher le haut de canal. Si ça ne poursuit pas, ben vous prenez vos bénéfices. Okay. Airbus, pareil, elle était dans la liste, souvenez-vous, des 20 meilleures actions, et je vous avais dit quoi? Je vous avez dit, on n'investit pas là-haut, c'est plus le moment. Voilà. Et je vous avais dit, et tout le monde, pareil, disait, enfin pas tout le monde, non, j'exagère, une minorité d'ailleurs de gens, parce que heureusement, mais c'est une minorité qu'on entend souvent, disait c'est impossible que Airbus baisse de 10-15%. Airbus, actuellement, par rapport à ses plus hauts de mars, a baissé jusqu'à 18%. Non, je dis une bêtise, jusqu'à 17%. Et je pense que c'est pas encore terminé. Et la zone que vous avez indiquée, c'est-à-dire la zone des 136, nous y sommes presque. Et voilà, on aura très certainement un rebond. Et c'est là où ça pourrait être éventuellement intéressant. D'accord. Et là, effectivement, je ne dis pas que c'est le point bas, mais je dis que voilà, investir sur la zone des 137, ça peut être une opportunité à renforcer sur la zone des 120. Voilà, deux zones beaucoup plus raisonnables et raisonnées pour pouvoir investir sur Airbus pour du moyen long terme. Voilà. Trader, pareil, je vous le passe, ça n'a pas d'intérêt. Carrefour en difficulté, hein, Carrefour évidemment en difficulté. C'est le graphique hebdo que je voulais vous montrer, je crois. Ouais, voilà. En difficulté, alors Carrefour, voilà, on a cette espèce de longue figure de congestion, très grosse congestion. Donc on est sur le bas de la figure, donc attention, attention à Carrefour, même si moi-même je disais le premier qu'on arrivait sur des zones beaucoup plus... voilà, on arrivait sur une figure en tout cas intéressante à observer. Pour le moment ça ne veut pas. De toute façon, trader comme investisseur, pour moi, il n'y a rien à faire tant que vous ne repassez pas au-dessus de cette oblique en rouge. Voilà. Vous laissez faire Carrefour tranquillement. N'essayez pas de chercher le point bas. Voilà. Investisseur, il y aura peut-être effectivement la zone des 12 euros qui peut être intéressante, mais ça semble quand même relativement risqué
Donc, clairement, moi, je ne m'y risquerai pas et je laisserai pour le moment de côté Carrefour, sauf si vous êtes très très long terme, etc., que vous croyez à la société, mais globalement, pour moi, le signal sera uniquement au-dessus de l'oblique baissière, qui est ici en rouge. Nexity, ben, Nexity, pareil, alors je sais qu'elle est suivie, donc il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ton scénario, ben, il s'est réalisé à la perfection. Nexity, on avait dit quoi? On avait dit figure de bise descendant, nous étions là, on avait dit on va chercher le haut. Une fois qu'on va chercher le haut, on fait très attention parce que ce sera vendu. Et c'est très exactement ce qui se passe. J'attends toujours. Voilà. Alors ça fait peur, hein. Je suis d'accord, ça fait peur. Mais moi, ce que j'attends sur Nexity, c'est les plus bas de 2008. Voilà, donc c'est aux alentours des 6 euros. Ouais, 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 je confirme, c'est aux alentours des 6 euros. Donc on verra, on est à 9 aujourd'hui. Ça impliquerait une baisse supplémentaire de 40%, ça paraît invraisemblable. Mais je rappelle quand même que depuis 2018, c'est une baisse de 82%, hein, sur le titre. Donc c'est pas rien. Là aussi, voilà, j'ai vu d'ailleurs encore une fois que ça faisait partie des valeurs à dividendes. Il faut savoir que Nexity de mémoire, va abaisser ou même supprimer, je crois, le dividende cette année, avant éventuellement de le remettre plus tard. Donc voilà. Deux, vu les difficultés de l'entreprise, même si vous percevez un dividende, sincèrement, je ne sais pas si c'est intéressant. En tout cas, ce qui est intéressant au niveau du dividende, c'est lorsque vous avez un super timing sur des prix vraiment extrêmement bas. Là, ça peut être vraiment intéressant. Et en l'occurrence, sur Nexity, si on arrive à choper du Nexity aux alentours des 5-6 euros, là, par contre, effectivement, si on considère qu'on est potentiellement sur une valeur un petit peu, si vous voulez, en range, entre les 5 et les 40, hein, même si on n'est pas trop gourmand, allez, même si on n'est pas trop gourmand, on va dire entre les 5 et les 35, effectivement, avoir du Nexity en fond de portefeuille, ça peut éventuellement ne pas être déconnant, même si c'est une entreprise quand même qui est globalement beaucoup plus en difficulté. Ça me fait mal au cœur de le dire parce que c'est une entreprise que j'ai beaucoup aimée par le passé pour des raisons perso. Euh, et, donc, euh, et donc voilà, et ça me fait mal au cœur de le dire. Mais pour le moment, je suis obligé également de vous dire qu'il faut patienter. Ok, voilà pour Nexity Trader, je vous la fais pas, hein, il faut revenir dans l'ellipse, et puis dans l'ellipse, si vous avez des signaux, effectivement, vous jouez le scénario long terme. GTT, on l'a surveillé la semaine dernière pour la config qui était belle, et puis patatras, donc là je vous la mets en daily d'abord. Voilà, surveillez la config, la congestion, comme je dis souvent, hein, une congestion, voilà, quand il y a une congestion, on sait qu'il va y avoir du mouvement. On avait dit un achat potentiel au-dessus des 132,6, derrière, ça lâche. Voilà, on lâche MM200, on lâche tout. Il y a effectivement une grosse zone de support, nous y sommes. Voilà, il faut la tenir. Il va y avoir du rebond très certainement là-dessus. Si on la met également en mensuel, toujours intéressant de regarder le graphique mensuel et de tracer des petits canaux de manière extrêmement simple, hein. Voilà, encore une fois, il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 8 en analyse technique, hein. Vous tracez vos petits canaux tranquillement, ça vous donne une orientation, si vous voulez, ça vous donne un momentum sur le titre. Voilà, et vous dupliquez. Alors, quand c'est un canal ascendant, vous tracez d'abord le support, vous dupliquez et vous le tracez et vous le dupliquez sur la résistance. Quand c'est un canal descendant, c'est le contraire. Vous tracez d'abord votre résistance, donc la partie du haute, vous dupliquez et vous la reportez sur la partie basse. Et voilà. Et donc on voit bien, hein, ici effectivement que voilà, globalement, il semblerait que ce soit ce que véritablement voit le marché. Donc on n'est pas pressé, là aussi, hein, on peut avoir également des rebonds, etc. pour aller chercher et ensuite, voilà. Parce qu'on rappelle que sur JTD, on est sur une tendance haussière. Donc là aussi, à proximité des, je sais pas, 110, 115, ça peut être véritablement une opportunité pour un investisseur de rentrer. Esker qui est très résiliente, hein, voilà, donc euh, depuis effectivement donc, la cassure, souvenez-vous, on a eu le break ici qui avait été réalisé, on avait même eu le pullback, on le verra mieux du coup, là, en termes d'investissement, voilà, on va pas en parler, mais on avait parlé donc de la cassure ici, de la résistance, cassure, pullback avant de repartir. Évidemment, elle est un petit peu plus elle est un petit peu plus en difficulté. Donc on avait proposé les achats dans la congestion, etc., etc. Là, la congestion aussi. Mais voilà, pour le moment, évidemment, même si elle n'est pas pour le moment en grande difficulté, eh bien, effectivement, on voit quand même que globalement, c'est un petit peu plus difficile pour elle.
voilà, on a ce support oblique là, on y arrive, pourquoi pas. Voilà, si vous le dupliquez là aussi, vous pouvez obtenir une espèce de canal. Pourquoi pas sur le bas pour vous l'euro, à condition que évidemment le marché se tienne. Mais elle n'est pas facile à trader parce que vous voyez, Esquire, elle est quand même globalement assez erratique. Jacques Mettol, donc qui évidemment également a énormément, oula, on enfonce même le support, qui a énormément souffert. Ben, je voulais vous proposer le support, mais là je vois que ouf, ça enfonce. On va se mettre sur les données mensuelles. Voilà, donc on verra bien. Pour moi, si vous êtes intéressé sur Jacques Metal, hein, c'est une zone qui est intéressante. Voilà, donc là on peut avoir un petit excès, mais ça peut être racheté. Donc première zone qui est quand même globalement intéressante. Elle est là, et après, on verra. Mais en tout cas, voilà, pour de l'investissement, après, vous avez également la zone des 12 euros et après la zone des 8 euros. Donc, ça fait quand même beaucoup plus bas. Mais bon, voilà, pourquoi pas, hein, après tout, c'est comme ça aussi qu'on génère des opportunités. Mais bon, voilà, il faut pour le moment patienter. Trading, je vous la montre même pas, hein, ça n'a aucun intérêt, évidemment. Worldline, donc elle, bah, elle est aussi en difficulté, hein, même si effectivement, elle revient. Donc on en avait parlé sur la congestion ici, et vous avez dit voilà, ce qu'on attend ici c'est la construction, et derrière pour relancer, mais évidemment on va dire que les élections n'ont pas aidé, derrière bon bah, c'est sell-off, donc tout est à refaire. On revient, donc on a cassé le support oblique en vert, on revient tester l'oblique ici en rouge, mais voilà, on commence à avoir véritablement des difficultés. Attention, attention sur Worldline maintenant, de ne pas lâcher la zone des 10,50 € parce que là, par contre, ce sera un retour très certainement sous les 9 euros. Il n'y a plus rien à faire, hein, vous voyez, hein, là aussi, malheureusement, hein, à partir du moment où on lâche la moyenne mobile, derrière, c'est en difficulté. Okay, donc n'anticipez pas sur une tendance baissière, surtout les temporalités. Très sincèrement, n'anticipez pas un retournement trop vite. XFAB, eh bien, bon, les semi-conducteurs, quand même, se sont bien, voilà, bien accrochés. Vous avez proposé un achat au-dessus des 6,87 €. Mais voilà, pour le moment, ça ne prend pas du tout. Évidemment, là aussi, hein, toutes les small caps souffrent. On est encore, allez, on va dire, sur le bas de la figure. Mais là aussi, évidemment, comme dans ces moments-là, vous pouvez faire tous les plans que vous voulez. Vous pouvez être le meilleur trader que vous voulez. Quand tout baisse, voilà, c'est quand même extrêmement difficile d'avoir des plans valables. Donc c'est pour ça que pour moi, hein, c'est ça aussi l'utilité des stops et des invalidations, hein, c'est que bah, du coup vous sortez, vous prenez des petites pertes, 1, 2, 3, 4, 5%, et vous récupérez du cash et vous vous mettez à l'abri. C'est comme ça aussi qu'on gère le drawdown. Donc pour le moment, même si c'est pas perdu, évidemment un petit peu plus en difficulté, il faudra, je maintiens, hein, qu'il faudra repasser de toute façon au-dessus des 6,92 € pour véritablement relancer la tendance. Attention, en cas de rupture, évidemment, des 6,30 €, ça pourrait accélérer à la baisse. Fontaine-Pajot et le secteur, évidemment, nautique qui a souffert. On verra également, évidemment, Katana. Voilà, regardez un petit peu, ça rigole pas. Ouf, c'est malgré qu'il y ait des résultats qui sont attendus quand même satisfaisants, c'est moins 22% quand même, extrêmement, extrêmement douloureux. Là, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, investisseurs, vous vous mettez sur des graphiques mensuels. Pareil, vous tracez vos petits canaux et vous attendez tranquillement. Voilà, vous attendez tranquillement pour pouvoir investir. Vous avez une première zone qui sera ici. Et vous avez une deuxième zone, on la voit bien, une zone qui a été travaillée ici en 2017. Résistance, résistance avant de casser. Support, 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 support. Donc voilà, vous avez deux zones pour moi pour pouvoir investir sur Fontaine Pajot, qui est une belle société d'ailleurs, hein. Une très belle société, familiale en plus de mémoire. Euh, Pas mal de trésors et tout de mémoire. Ça fait longtemps que j'ai pas vu les fonds, mais en gros c'est ça. Donc cette zone, cette zone. Et après évidemment, hein, bon, j'ai pas envie de vous la montrer parce que là ça fait genre, hein, il va avoir une crise, un crash de fou. Mais voilà, vous avez une dernière zone qui se retrouve, voilà, c'est les plus bas du Covid. Voilà, grosso modo, hein, ce qu'on peut dire sur Fontaine, Pajot, Trading, je vous la montre pas, hein, ça sert à rien. On est clairement d'accord. Orange, donc également qui a fait l'actualité. Donc là aussi, évidemment, c'est des sociétés qui souffrent beaucoup. Bon, Orange, hein,
pas de surprise, c'est une tendance baissière. Alors, il y en a qui me disent, oui, mais il y a un bon dividende. Oui, d'accord, ok, un bon dividende, mais bon, ça, ça fait quand même mal, hein, même si tu as un bon dividende. Voilà. Donc, mais effectivement, là où c'est intéressant, quand vous voulez trader des actions à dividende, c'est pour moi quand il y a des gros replis. Ça, c'est vrai. Ça, je ne peux pas le nier. Lorsqu'il y a des gros replis, vous pouvez éventuellement, si vous bénéficiez à la fois d'un timing avec un bon dividende, sur du long terme, ça peut effectivement faire des beaux portefeuilles. Euh, mais encore faut-il voilà, que ce soit des actions de qualité. Et en l'occurrence, sur Orange, on ne peut pas dire que c'est Apple, sans vouloir faire de jeu de mots. Maintenant, j'ai deux zones. Sur Orange, j'ai la zone des 9 euros, nous y sommes, et j'ai la zone pour un renforcement aux alentours des 6,50 € à 7,50 €. Voilà. Soyez intelligent sur vos tailles de position. Si vous voulez rentrer du Orange, très bien. Mais soyez intelligent sur vos tailles de position. Ne me faites pas all-in sur du Orange à 9 euros, s'il vous plaît. Soyez intelligent, d'accord? Voilà pour Orange. Trading, j'en parle pas, ça sert à rien. Pour le moment, il n'y a pas d'accalmie. On revient sur le secteur des bateaux avec Katana. J'ai toujours la même zone. Alors, il y a deux zones hein, pour moi. Donc, c'est la zone qu'on avait touchée d'ailleurs ici au mois d'avril-mars. Donc, la zone effectivement des 4,45 € et la deuxième, c'est le support oblique. Voilà. Donc, première zone ici, deuxième zone ici. Moi, c'est une valeur que j'apprécie, hein. Katana. Donc, deuxième zone, on va dire que ce sera aux alentours des 3,50 € à 3 euros, à 4 euros. Voilà. Donc, toutes ces deux zones peuvent être, je vais zoomer un petit peu, ces deux zones peuvent être des zones éventuellement intéressantes pour investir un petit peu sur du Katana. Ouais, plutôt 3,60 €. 3,60 € et 4,41 €. Ok. Galapagos, alors là, bon, on me l'a proposé, je la montre, mais Galapagos, alors c'est une biotech côté Amsterdam, mais Galapagos, si vous voulez, bon, là, j'ai l'impression on est en train là aussi de revenir sur des niveaux. Voilà, il y avait le support oblique, mais il a pas bougé, mais j'ai l'impression qu'on va surtout revenir voilà, sur des plus bas historiques. Donc il n'y a rien à faire. Ce qui était intéressant, c'est le graphique journalier. Il y avait un biseau descendant, voilà. Et là, on le voit, hein, c'est le sell-off, hein, voilà, le biseau descendant donc, qui a fait support à chaque fois. Ici, 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 là, 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 là. Et là, on voit que derrière réintégration, on fait le pullback. Et là, donc il n'y a vraiment plus rien à faire pour moi hein, sur Galapagos, les enfants. Franchement, restez à l'écart quand on voit ce genre de graphique-là. Même les traders aguerris qui jouent les tendances baissières, très franchement, c'est tellement baissier. Et c'est surtout que c'est tellement régulier, même s'il commence à y avoir des réductions de volatilité, c'est tellement régulier que voilà, il n'y a pas de rebond. C'est ce qu'on appelle une baisse lente et régulière. Et ça, c'est pire pour un trader parce que vous n'avez pas de volatilité. Même dans une tendance baissière, vous pouvez, avec de la volatilité, vous en sortir. Et quand vous avez une tendance baissière régulière comme ça sur Galapagos, franchement, c'est hyper compliqué. Alors évidemment, une news, hein, ça reste spéculatif entre guillemets parce que c'est soumis aux news, mais donc une news peut éventuellement changer le cours des choses, mais globalement, ça vaut pas le coup quand même voilà, de le tenter. Aperam, ça va commencer à redevenir intéressant. J'avais cette zone, je vous en avais parlé. Voilà, pour moi, Aperam, on est dans un canal haussier de long terme. Et là, véritablement, pour moi, là où ça va être intéressant, c'est la zone voilà, des 21 à 23 euros. Donc pour moi, ce qui va vraiment être globalement intéressant, c'est si on casse le bas. Casse le bas, on fait une congestion là-dedans, que ce soit trader ou investisseur. Pour moi, c'est pour jouer le scénario plus long terme. Donc peut-être d'ici la fin de l'année. Donc à suivre de près, c'est une action qui m'intéresse. Pour le moment, j'ai rien. Il y aura peut-être même quelque chose à faire côté trading aux alentours des 23 euros. Mais ce que j'attends véritablement, la zone idéale est un petit peu plus bas. Alten, je vérifierai que j'oublie rien, donc je vérifie tout de suite parce que à chaque fois j'en oublie une. Ça me fait non, non, je suis bon. Là, apparemment, je suis bon. Je vais essayer de ne pas me louper. Alten, on revient sur la zone. Donc, souvenez-vous, nous, on avait fait le trade ici. Retour, pas bon. Maintenant, on va attendre. On est revenu, donc je vais vous la dézoomer pour que vous voyez un petit peu où nous en sommes. Voilà, donc trading. Effectivement, on attend un petit signal pour jouer. Pourquoi pas. Investissement, pour moi, nous, on n'y est pas.
hein. Pour moi, investissement, voilà. Et alors, ça peut paraître aussi, là, on va me dire, mais non, mais c'est pas possible, etc. Mais si, c'est possible, vous inquiétez pas. Si, en tout cas, je sais pas si c'est possible, ça c'est sûr. Je sais pas si ça va arriver, mais si ça arrive, là, on sera bien. D'accord? Donc, la zone ici, voilà, toute la zone là, point de passage à la moyenne mobile à 200 mois. Et globalement, voilà, si on a ce genre de choses, là, ce sera intéressant pour pouvoir investir. Donc, on verra au fur et à mesure, hein, mais aux alentours des 85, 90 euros. OK? Voilà. Valorec, alors là, pareil, sur la vidéo des 20 meilleures actions que je vous avais dit, moi, Valorec, je l'attends plus bas. Et plus bas, on va avoir, les amis, vous le savez, voilà, on y arrive, la zone que je vous avais indiquée sur la vidéo. Vous avez dit, moi, j'attends. Et on y arrive, voilà, elle était là. Voilà, vous avez mis l'ellipse. Ben, nous y sommes, les amis. Nous y arrivons, en tout cas. Donc maintenant, à partir de là, je maintiens ce que je dis. Donc, investisseur, d'abord, on va faire investisseur. Investisseur. La zone, on y est, hein, grosso modo, 14,50 €. Deuxième zone sur l'oblique, ici, donc aux alentours des 12 euros, 12,50 €, 13 euros. OK. Trader, maintenant. Trader, moi, la zone, on y est, donc je cherche des achats. Ben, il faut que j'ai le setup, hein, évidemment. Donc voilà, on avait, regardé, hein, tout ça, ça avait été tracé. Vous prenez la vidéo de début mai, tout ça, ça avait été évidemment indiqué. Voilà, il n'y a pas de surprise, hein. Clairement, c'est pas, encore une fois, c'est pas de la prédiction, c'est juste que ce sont des patterns qu'on a l'habitude de voir. Donc, il ne faut pas s'affoler. Là où personne ne croyait qu'on allait revenir sur les 14 euros en se disant ça ne baissera jamais jusque-là, maintenant qu'on y est, ben, ils veulent pas y croire, ils veulent pas investir. C'est dommage parce que probablement que c'est là où on va avoir des premiers signaux. On revient sur la moyenne mobile. Donc maintenant, je reste, si vous voulez, sur mon scénario potentiel, mais il faut que le marché me démontre que j'ai raison. C'est-à-dire voilà, un rebond, une réduction de la volatilité, une baisse des volumes éventuelle, ce serait top. Et là, si on a ça, on joue la cassure et on joue le scénario long terme. Ok? Donc, watchlist pour évidemment watchlist pour Valorec. Tiens, je vois que j'avais Bouygues 2 fois. Autant pour moi, donc bah, tant mieux, on passe, ça me fera gagner un petit peu de temps. Bam, gros up. C'est une valeur que j'apprécie et qui résiste fort, 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 fort bien là-dessus. Donc voilà pour Bam Gros up. Regardez un petit peu le graphe. Donc, on avait le biseau descendant, on l'a cassé, etc., etc. Derrière, on revient sur une zone de résistance. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré la baisse des marchés, hein, quand même, globalement, on a une belle résilience. Donc là, effectivement, ce qu'on va surveiller, c'est effectivement la réduction de la volatilité pour jouer la cassure, éventuellement une congestion, un repli, et éventuellement quelque chose comme ça. On invalide ce scénario si on repasse sous les 3,79 €, grosso modo. Ok. Et enfin, Total Energy, je sais qu'elle est très surveillée hein, pour la dernière pour le secteur européen. Total Energy, toujours le même scénario. Voilà. Ça aussi, pareil, je vous l'ai dit, haut de canal, on n'investit pas sur Total Energy, on cherche des bas de canaux. Et c'est une fois, vous allez voir, qu'on arrivera sur le bas de canal, que tout le monde vous dira que ça va plus bas. Et c'est là que ben, les gens, entre guillemets, qui veulent investir, eh bien, ils investiront aux alentours des 60 euros. Première zone, 60 euros. Et si ça lâche, on aura une deuxième zone, éventuellement aux alentours des voilà, 56. Donc, ça m'intéresse, en tout cas. Ça m'intéresse. Et voilà, effectivement, cette zone-là peut être mise à profit. Voilà. Investisseur comme trader. Donc voilà, on avait dessiné le biseau descendant, mais le biseau descendant, c'est pas la figure qui est véritablement proposée par le marché, ou en tout cas validée par le marché. Par contre, l'oblique peut vous servir de signal également. Voilà, vous avez cet oblique en rouge et vous pouvez vous dire, ben, moi, je touche pas à Total Energy tant qu'on ne casse pas l'oblique. Et une fois qu'on a cassé l'oblique, je rentre. Voilà, et j'ai un signal des acheteurs. Ok, on passe. Je suis déjà à plus d'1 heure. Oh là là, qu'est-ce que je suis lent, mon Dieu. MSCI. Donc MSCI, valeur proposée par mon ami Laurent Lorenz sur Twitter, que j'embrasse, qui est un fanatique des US et qui trouve toujours des valeurs vraiment de très très grande qualité. Alors,
je vais vous la mettre en mensuel. Ouais, on peut se la mettre en mensuel. Donc mensuel, alors, il y a plusieurs manières, hein, évidemment, de la tracer, celle-ci. Alors, je vais me la mettre comme ça, dans un premier temps. Voilà, on a cette oblique ici. Et après, on a une seconde, mais je pense qu'elle a été cassée, celle-ci. Elle a quand même été cassée, ou en tout cas, on n'est pas loin d'être dessus. Voilà, donc voilà, mais c'est une action, si on veut être... voilà, alors c'est une très très belle tendance, attention, hein, on est sur une très très belle tendance, mais je pense que sur cette action-là, on est véritablement sur quelque chose d'une construction de plus moyen terme, long terme même, qui pourrait durer, donc on pourrait avoir quelque chose, voilà. Non, je vais me la mettre comme ça. Hop, voilà, pardonnez-moi. Vous savez que j'aime bien que ce soit à peu près propre pour que ce soit le plus visuel possible pour notamment les jeunes, les expérimentés, les vieux loups, eux, ça leur dérange pas ça nous dérange pas que les graphiques soient un peu bordéliques, mais je sais que les débutants notamment ont besoin d'un peu plus de clarté, ce que je conçois tout à fait, donc je prends un peu plus de temps. Voilà, donc grosso modo, la zone ici des 450, et l'idée c'est de jouer une figure de plus moyen long terme, d'accord? Donc on va jouer ça. Le bas de canal, donc, du moins, oui, le bas de canal, le support oblique, 430 $. Et ensuite, vous avez également voilà, une belle zone ici aux alentours des 372-380 $. Ok, voilà les deux zones où vous pouvez éventuellement investir. Pour moi, quand même, c'est une tendance haussière et les probabilités que ça reparte vers le haut sont supérieures. Apple. Alors, c'est marrant, Apple, regardez un petit peu. La semaine dernière, vous avez proposé des objectifs pour Apple. Regardez, Apple, c'est un journalier. Voilà. Vous avez dit quoi la semaine dernière? Vous avez dit, voilà. Objectif, c'est d'aller chercher le haut de canal. Et le haut de canal, on a touché sur Apple. Donc voilà, pour moi, je suis dans la même, dans exactement ce que je disais la semaine dernière, c'est-à-dire que trader pour jouer la cassure, pour aller chercher l'autre canal, très bien si vous l'avez fait, bravo. C'était ce qu'on avait potentiellement vu. Vous avez vu hein, la cogestion, les double top, triple top, etc. Donc parfait. Investisseurs, n'achetez pas du Apple ici. Voilà, je vous le dis. Ça peut aller plus haut, oui, ça peut monter jusqu'au 250, pas de problème. Vous pouvez avoir ça, mais à un moment donné, à chaque nouveau plus haut, vous aurez un retournement. D'accord? Ça, je vous le garantis. Vous allez voir, à un moment donné, vous allez avoir une prise de bénéfice majeure sur Apple. Donc, prenez votre temps. Si vous voulez investir sur Apple, faites-le, mais faites-le voilà, petit à petit, tranquillement. Il n'y a rien du tout qui presse. Ok? Minimum, un retour sur les 200. Ensuite les 165 et ensuite le bas de canal. Voilà les trois possibilités que vous avez. Tesla, le scénario, eh bien, pour le moment, il semble se valider parfaitement. Souvenez-vous ce qu'on avait dit. Bon, déjà, effectivement, on avait parlé, souvenez-vous à l'époque, du support oblique. Derrière, ça a généré un rebond important. Ensuite, je vous ai dit qu'il y aurait une prise de bénéfice aux alentours de l'ellipse. C'est très exactement ce qui s'est passé. Les ellipses, c'était des zones de résistance. Derrière, on a fait le point bas, on a rejeté et je vous ai dit attention, c'est ce que vous avez tracé là. Maintenant, on fait une congestion pour pouvoir relancer. C'est exactement ce qui s'est passé puisque là, en 3 séances, Tesla a quand même repris la bagatelle de 14%. Ok, donc pour moi, à partir de là, ce que je veux sur Tesla, c'est une congestion intermédiaire pour aller chercher à nouveau une zone ici. Après, il faudra faire très certainement attention parce que cette zone-là, certainement, sera une nouvelle zone, en tout cas de prise de bénéfices, sauf si les acheteurs sont très forts. Et c'est là où, en tout cas, il va se passer quelque chose et qu'on risque éventuellement un retour plus bas sur l'oblique. Tant que Tesla ne se sera pas débarrassé à moyen terme de cette oblique ici en rouge, on ne pourra pas parler véritablement de retournement. C'est une fois seulement qu'on aura cassé, qu'on aura construit, qu'on aura relancé, que là on dira effectivement, ça y est, la tendance de moyen terme baissière, long terme haussière, moyen terme baissière, la tendance de moyen terme baissière est visiblement terminée. Iris Energy, donc merci à celui qui me l'a proposé parce que le graphique est vraiment superbe. Donc c'était une tendance baissière, comme je vous explique très souvent. Hein. Tendance baissière, la théorie de la M200, avec une M200 qui est baissière et qui, à partir d'ici, s'aplatit. C'est-à-dire que les choses changent et éventuellement, ici, qui est en train voilà, de se relever. Donc on a véritablement, si vous voulez, quelque part,
un rolling bottom, c'est-à-dire on a potentiellement un réveil d'une action, un changement véritablement de paradigme. Mais ce qui était également ce qui était très intéressant, vraiment le setup qui était vraiment très intéressant. Alors voilà, il y avait très certainement, voilà, comment dirais-je, ici il y avait effectivement le support oblique, mais ce qui était vraiment intéressant, et dommage qu'elle n'ait pas été proposée avant, c'était vous le voyez bien, hein, c'était la réduction de la volatilité ici. J'ai pas regardé, on va le faire, mais les volumes. J'imagine qu'il y avait une forte baisse des volumes, on va voir. Voilà, regardez ici, la forte baisse des volumes. Regardez, ici, là, on avait vraiment plus du tout de volume. Voilà, plus du tout de volume. Et derrière, réduction de la volatilité, on break. Et là, c'est là où les volumes véritablement arrivent. On avait à nouveau une consolidation intermédiaire qui était intéressante à jouer. La cassure, le pullback avant de redémarrer. Bon, pour moi, attention quand même ici, on a des volumes très importants, historiquement importants. Donc attention, n'achetez pas à l'aveugle. Là, comment on fait pour rentrer? D'ailleurs, la bougie d'hier n'est pas terrible. Comment on fait pour rentrer? Donc, c'est une tendance qui est désormais pour moi retournée, hein. Donc, il faut chercher l'achat, mais il faut le faire intelligemment. Donc, idéalement, attendre une porte d'entrée, c'est-à-dire une nouvelle réduction de la volatilité. D'accord? Comme on avait eu, par exemple, ici, ce genre de choses. Là. Et à ce moment-là, vous jouez effectivement la relance. OK? Et enfin, Amazon pour les US, avant de passer au titre à suivre. Donc, Amazon, effectivement, voilà, on est sur des. Hop, je vous la mets en mensuel. Voilà, Amazon. Pour moi, on est sur quelque chose comme ça. Le graphe ressemble un petit peu à celui d'Apple d'ailleurs. Pour moi, on est sur les plus hauts. C'est pas une zone d'opportunité si vous êtes investisseur. Je pense qu'on peut breaker et qu'on peut aller chercher le haut de canal. Et c'est là où il faudra faire attention. À chaque nouveau plus haut dans la zone des 220 $, on fait attention parce que vous risquez un retournement moyen-long terme. Si vous voulez investir sur Amazon, un petit peu, je pense, idéalement aux alentours des 140. Ça peut être véritablement une grosse opportunité si on y va. Pas sûr qu'on y a, évidemment. Mais si on y va, ça peut être une très très belle opportunité. Moi, Amazon, c'est mon action préférée, hein, aux États-Unis, j'ai toujours dit. Je trouve que c'est une action fabuleuse. Je trouve que le potentiel de cette entreprise est fabuleux, encore. Mais voilà, sur cette temporalité, en tout cas, Pauline, s'il vous plaît, faites hyper gaffe. Et enfin, le titre à suivre. C'est un titre qui est peu connu. Alors, c'est un titre, évidemment, vous me le pardonnerez, hein, j'ai pas trouvé grand chose. C'est Marel, côté aux Pays-Bas, mais je crois, si je me souviens bien, parce que je l'ai tradé en 2020, je l'ai tradé. Si vous voulez, c'est une action qui est islandaise de mémoire. Je crois, vous me direz en commentaire hein, si vous la connaissez, je crois qu'ils font tout ce qui est machinerie, vous savez, pour la nourriture, les volailles, les choses comme ça. Je crois que c'est un truc comme ça. Je dis peut-être une bêtise, une ânerie, c'est fort probable d'ailleurs. Je le confonds peut-être avec une autre, mais il me semble que c'est ça. Bref, en tout cas, fondamentalement, c'est pas déconnant. Et le graphique, vous voyez, mensuel, il est pas déconnant non plus parce que, voilà, on a, pour moi, bon, on a cassé le bas vous le savez, hein, quand on casse le bas ici, c'est là où généralement je me mets à m'intéresser au titre. Et là, voilà, on est en train de construire, on a une grosse réduction de la volatilité, qui est encore plus visible d'ailleurs en hebdo. Voilà, très grosse réduction de la volatilité. Et donc, éventuellement, vous aurez un signal agressif au-dessus des 3,35 € et confirmé, si vous voulez, au-dessus des 3,49 €. On invalide de manière agressive, je dirais, si on repasse sous les 3 euros. Allez, 3 euros, grosso modo. On passe sous les 3 euros. Et qu'est-ce qu'on va viser en termes d'objectifs? On va viser pour moi en premier objectif la zone ici des 4 euros. Et ensuite, nous verrons éventuellement la zone ici des 4,71 €. Et ensuite, si tout se passe bien, beaucoup plus haut. En zoomant en unité de temps journalière, hop, j'efface un peu tout ça, voilà. On peut même, voilà, vraiment si on est encore plus agressif, on peut même éventuellement tenter un achat au-dessus des 3,29. Et vous voyez, on a les ratios qui sont là, qui sont, ma foi, pas déconnants. Voilà, c'est moyennement liquide, hein, Marel, faites attention, c'est en moyenne
450 000 euros échangés. C'est pas illiquide non plus, mais c'est pas hyper liquide. Voilà, donc faites attention par rapport évidemment à tout cela. Voilà, j'espère que le son aura été de qualité parce que j'ai changé un peu ma config. Vous me direz si c'est correct. Comme d'habitude, je tiens vraiment encore une fois du fond du cœur à vous remercier. Vos messages, vos témoignages sont toujours extrêmement agréables et me donnent de la force encore une fois. Vous allez voir, ces prochaines semaines, je vais annoncer un certain nombre de choses qui vont arriver pour la fin de l'année et en 2025. Des choses qui vont, je pense, vous faire extrêmement plaisir pour la suite. Je vous embrasse évidemment bien fort. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous souhaite surtout de profiter évidemment de vous, de prendre soin de vous, mais surtout le principal, vous le savez, je vous le dis tout le temps, mais c'est tellement vrai. Prenez soin de vos proches, passez du temps avec les gens que vous aimez, c'est hyper important. On se retrouve la semaine prochaine. À plus, ciao ciao.